la qualité qu'on a en équipe nationale. C'est vraiment élevé. Et c'est très agréable de se dire que les gens sachent enfin qu'on est une nation sérieuse. C'est lourd en fait, le bled, tu vois. C'est lourd. Même là aujourd'hui, j'ai tout le temps envie de retourner là-bas, tu vois. J'ai un problème avec les gens qui disent ouais, c'est le Congo. C'est le Congo et alors on est obligé de rester dans la médiocrité. En vrai, on ne demande pas grand-chose, juste le minimum pour que quand on arrive en sélection, on soit concentré rien que sur le football et pas sur l'extra-sportif. T'es au courant de l'image que t'as. C'est du gars toujours un peu vénère, visage fermé, etc. Comment... Arthur, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va très bien, merci de nous accorder cette interview. Merci à vous. Il y a un peu plus d'un mois maintenant, la CAN se terminait. Après une compétition avec autant d'adrénaline, t'es comment à ton retour au club? Franchement, pour ma part, moi je suis rentré, j'étais très satisfait et très heureux des prestations qu'on a eues avec l'équipe nationale du Congo. Euh, En fait, tu repars en club, t'es boosté. Après, comme j'ai dit à mes compatriotes, tu rentres en club, bon, t'es content, mais t'es un peu genre, vas-y, c'était court en fait, tu vois. Et c'est là où moi, pour ma part, je me suis rendu compte que la qualité qu'on a en équipe nationale, c'est vraiment élevé. On a su vraiment rendre fier le peuple et élever notre niveau de jeu quand c'était nécessaire. Donc franchement, je dirais que globalement, ça a été une grande réussite. On va parler bien sûr de la CAN au long de l'interview, mais déjà, j'aimerais faire un point avec toi sur le club. Vous êtes quatrième au classement au moment où on fait cette interview. Beşiktaş, c'est un grand nom du football turc, c'est un club historique. Mais cette saison, ça a été un peu contrasté. En termes de résultats, vous avez eu du mal à enchaîner les victoires, vous avez changé plusieurs fois de coach. Qu'est-ce qui va pas? Franchement, comme tu as dit, Beşiktaş, c'est un très grand club en Turquie. Même, je dirais aussi en Europe, ils ont joué plusieurs fois la Ligue des Champions. Ce qui va pas, pour moi, je pense que c'est un manque de stabilité, je dirais. En fait, les Turcs, c'est un peuple qui veut tout assez rapidement. Euh, il manque un peu de patience, je dirais. Dans le football, t'as besoin de temps. T'as besoin de temps. Il n'y a rien qui fonctionne sans temps. Donc même quand ça va pas, tu vois, il faut s'accrocher et les résultats, ils vont venir. Je te donne un exemple. Manchester City, bon, c'est top niveau, hein. Mais ils ont gagné la Ligue des Champions après beaucoup d'années, tu vois. Ça prend du temps pour accomplir de grandes choses. Et même dans la vie, je pense il faut du temps. Maintenant, ça a été une saison globalement, on va dire une saison un peu sans, parce que on va pas gagner le championnat, on a eu des hauts, des bas, mais comme tu as dit, c'est un grand club, je pense on va rebondir, et dans nos têtes, on prépare déjà l'année prochaine, tu vois, parce que tu peux pas être à Beşiktaş et finir quatrième, c'est pas acceptable, et c'est ce qui est normal. Mais bon, je suis positif pour l'avenir, hein, franchement, je me fais pas de soucis pour ça. Surtout que vous avez les joueurs pour. Et il y a quelques mois, tu avais réagi à une remarque déplacée du coach du Dynamo Kiev sur le nombre d'Africains dans l'équipe. Aujourd'hui, vous êtes 7 à Beşiktaş. Il y a Jackson, Mouleka avec qui tu joues, on le rappelle, Vincent Aboubakar, il y a Koli, il y a Rachid Ghezal, Amartey El Mousrati qui vous a rejoint là récemment. Est-ce que le fait d'avoir autant d'Africains dans l'équipe, ça apporte un plus en termes de cohésion? Oui, ça apporte un plus. C'est clair que être avec des coéquipiers, des compatriotes avec qui tu parles la même langue, c'est très avantageux. On est toujours ensemble, franchement, on s'entend tous très bien. On s'est très bien intégré dans le club, même pour Al qui vient d'arriver là. Les choses se passent très bien. Et franchement, on kiffe tous le club et la ville aussi, parce que la ville, c'est un plus. Istanbul, c'est une très très belle ville. Et on prend du plaisir, on essaie de faire notre travail du mieux qu'on peut. Au retour de la CAN, quand tu es rentré, vous avez parlé un peu de ça, vous avez parlé de la compétition, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ouais, franchement, c'était agréable à voir parce ils étaient fiers. Je pense il y a plein de personnes qui nous attendaient pas à ce niveau-là. On a su répondre présent en tant qu'équipe. Ça fait plaisir et c'est très agréable
de se dire que les gens sachent enfin qu'on est une nation sérieuse, après tous les problèmes qu'on a pu avoir par le passé. Mais ça, c'est notre histoire. Et on est fiers, en fait. T'es fier d'être congolais, t'es fier de rendre fiers tes compatriotes, ta famille, tes amis. Donc c'est que du positif. Et Beşiktaş, c'est un club qui est très connu pour la ferveur de ses supporters. Déjà, c'est le club qui détient le taux de décibels record en Europe, Ouais. ouais, si je ne me trompe pas. Tu as joué aussi à l'Olympiakos, qui est très connu aussi pour la ferveur de son stade. Et tu connais aussi le stade des Martyrs qui est plein. Est-ce que, après avoir connu des grosses ambiances comme ça, est-ce que c'est quelque chose qui guide tes choix de carrière en club? Non, franchement, mes choix de carrière sont pas guidés par ça. Je suis guidé par le football, en fait, le club où je pense que j'ai les capacités de jouer et qui me garantira, on va dire, un certain temps de jeu. Gérer, c'est aussi simple que ça. Maintenant, ouais, Beşiktaş, c'est vrai que en termes d'ambiance, c'est du très très sérieux, hein. Moi, j'ai rarement vu ça, je te dis la vérité. Souvent, les gens parlent de l'Angleterre. J'ai été là-bas pendant 6 ans. Les fans, c'est sérieux. Mais quand je suis arrivé à Beşiktaş, ça m'a presque C'est choqué, un hein. autre level, hein. Ça m'a presque choqué. Même les derbies contre Gala, Fener, ou quand on joue contre Trabzonspor, faut le vivre. C'est vraiment une expérience à faire. Si tu peux avoir cette chance-là, tu vas te régaler, hein. Vraiment. Et il y a un autre stade chaud aussi que tu aurais peut-être pu connaître. Il y a l'OM qui s'est intéressé deux fois à toi dans ta carrière, une première fois en 2014, une première fois en 2020. Est-ce qu'il y a eu des contacts concrets? Pour être honnête, à l'époque, en 2014, il y a eu des contacts, mais j'ai jamais eu d'offres, j'ai jamais eu d'offres formelles, tu vois, et c'est ça qui m'a un peu refroidi parce que je pense que quand tu es un club, si tu veux vraiment le joueur, tu fais pression, tu vois. On a discuté, mais il y a jamais eu rien de sérieux. Et c'est pour ça aussi que je suis parti à Olympiakos parce que le projet, déjà, j'étais jeune. Il me semble que j'avais 18 ou 19 ans. Et il s'agissait d'enchaîner les matchs, d'être le plus régulier possible. Parce qu'il n'y a que comme ça que je vais exister dans ce métier. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai fait mon choix. Je suis parti à Olympiakos. Et au départ, les gens l'ont pas compris. Mais moi, j'étais sûr de mes capacités. Je savais ce que je faisais. J'avais un plan. Et jusqu'à aujourd'hui, je le regrette pas parce que l'Olympiakos aussi, c'était exceptionnel, hein. Vraie expérience. On va en parler aussi de l'Olympiakos, mais on va rester un peu sur la France parce que tu es né à Lille, tu as grandi. Et comment tu tapes tes premiers ballons à Lille et à quel moment on te fait comprendre que tu as quelque chose de spécial? Si je me trompe pas, bon, j'étais petit. Après, j'ai quelques photos. J'avais déjà le ballon au pied. Mon père m'a toujours dit que, étant petit, là où j'habitais, je jouais au ballon, mais c'était un petit appartement. Et j'avais pour habitude de casser un peu les objets. Et je tirais souvent par la fenêtre. Donc ma grande sœur, elle devait descendre et me récupérer le ballon. Donc ça, c'est pour l'anecdote. Après, je jouais au quartier. Et il y a un oncle qui habitait au-dessus du bâtiment. Il a dit à mon père, ton fils, il a quelque chose, faut pas le laisser comme ça. Tu vois, j'étais petit, j'ai dribblé, j'aimais bien dribbler les grands, quartier, tout ça. Et ensuite, il m'a inscrit à FIV, le club où j'ai commencé, c'est l'OS FIV. Et j'ai fait mon bonhomme de chemin. J'y suis resté 2 ans. Ensuite, j'avais le choix entre partir à Lens ou partir à Lille. Mais à Lille, à l'époque, il n'y avait pas de centre de formation. On va dire que c'était un club un peu moins huppé que Lens. Lens était très gros club, c'est très gros club du foot français. Et donc mon choix, il a été vite fait, hein. Surtout qu'il y avait Gaël qui était là-bas aussi. Donc ça facilitait les choses. Et je suis parti à Lens juste après mes 2 ans à FIV. Et justement, à Lens, tu arrives au centre de formation, tu passes quelques années là-bas, mais au final, on te garde pas parce que tu es trop petit. C'est ce qu'on te dit à l'époque. Comment, à cet âge-là, tu te remets d'un truc comme ça? Franchement, c'est difficile, t'es jeune, t'as 14 ans, t'as des objectifs et des rêves, on va dire, plein la tête, et ça s'arrête soudainement. Après, ça a été dur à vivre, surtout pour mes parents, tu vois, surtout pour mes parents, mais j'ai eu la chance j'ai eu la chance d'avoir un coach, David Jacquemin, qui était à Valenciennes. Il a su que Lens m'avait pas gardé, et lui s'est dit, je peux pas le laisser comme ça.
Je me rappellerai toujours parce que j'étais dans mon lit quand j'ai reçu son appel et je me disais, je vais faire quoi? Est-ce que je retourne dans le monde amateur? Est-ce que j'essaie d'envoyer des CV et tout ça? Je me posais des questions, tu vois. Et il m'a appelé, il m'a dit, j'ai su que Lens t'a pas gardé. Moi, je te vais à Valenciennes tout de suite. Et c'était un club professionnel, donc moi je me suis dit, parfait, l'occasion elle est belle, je reste dans le monde professionnel et à moi de travailler 2 fois plus dur pour leur prouver tort. Et ensuite, j'ai continué mon bonhomme de chemin jusqu'à aujourd'hui, quoi. Au final, la meilleure réponse, c'est que tu signes pro à Valenciennes et d'étape, tu restes une saison seulement à Valenciennes où ça se passe bien pour toi. Et ensuite, tu pars à l'Olympiakos. Donc, tu quittes le Nord, une petite ville du Nord, pour une grande ville de Méditerranée, ça n'a rien à voir. À 20 ans, qu'est-ce que ça t'a apporté ce changement pour la suite de ta carrière? Ça n'a rien à voir, hein. Franchement, c'était là aussi un grand changement. Je parlais pas anglais. En fait, c'est comme si j'étais parti sur un coup de tête, tu vois. Et je me rappelle, j'étais avec mes anciens agents qui s'occupaient de moi. Ils m'ont dit ça, j'ai dit ok, on y va. Je suis rentré chez moi. J'ai dit à ma mère, demain je pars en Grèce. Elle a rien compris. Et ensuite je suis parti et j'étais tellement déterminé en fait que j'avais l'impression à ce moment-là que rien pouvait m'arrêter parce que moi j'avais un plan de carrière en fait dans ma tête. J'avais des objectifs que j'ai remplis en grande partie et je pense que c'est ça qui m'a donné la force parce que tu pars à 19 ans de ton cocon familial dans une ville que tu connais même pas, tu parles même pas la langue, c'est compliqué, tu vois, mais j'étais trop déterminé. Pour moi, c'était l'occasion parfaite en vrai. Au final, la détermination, ça paye parce que dès ta première saison, tu es le meilleur arrière-gauche du championnat grec. Aujourd'hui, ta période d'Olympiakos, comment tu la qualifies? Révélation, tremplin? Révélation et tremplin. Je dirais les deux parce que j'ai beaucoup appris là-bas. J'ai eu des sérieux coachs et le cadre, il était parfait pour moi parce que j'enchaînais les matchs et il y avait la Ligue des Champions et l'Europa League. Donc franchement, quand tu es jeune et que tu peux jouer dans ce type de compétition-là, ça vaut, ça vaut 5-10 matchs de championnat, tu vois. Tu joues contre des Arsenal, Bayern. C'est très enrichissant et c'est ce que je pense m'a aussi permis de progresser et d'arriver là où je suis aujourd'hui. Tu rejoins West Ham et la Première Ligue en 2016. Tu vas rester 6 ans à Londres et jouer plus de 100 matchs de Première Ligue. C'est pas donné à tout le monde quand même. Jouer dans le meilleur championnat du monde pendant aussi longtemps, qu'est-ce que ça a apporté à ton jeu? À West Ham aussi, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris, je dirais, ce que ça a apporté dans mon jeu, concentration. Ça, c'est indéniable parce que j'étais, peut-être même encore aujourd'hui, mais moins, beaucoup moins, avec l'âge et tout, l'accumulation des matchs. Mais avant, j'étais quelqu'un, je pouvais déconnecter. Comme ça, dans le match, je pouvais faire un bon match, je déconnecte, ça paye cash, tu vois. Et en Angleterre, ça va tellement vite que tu n'as même pas l'occasion. Tu déconnectes, tu es puni direct. Donc ça, sur ça, ça m'a beaucoup aidé. J'ai progressé aussi physiquement, parce que tu prends de la bouteille là-bas, c'est très très physique. Et voilà, je pense que c'est les deux aspects auxquels j'ai progressé, je dirais à mon niveau, et j'ai pris beaucoup de plaisir quand même là-bas aussi. Et tu as connu trois coachs à West Ham. Donc, tu es arrivé, il y avait Slaven Bilic, ensuite David Moyes, et puis Manuel Pellegrini. Une fois, tu as dit que c'est Manuel Pellegrini que tu trouves qui t'a fait le plus progresser. Pourquoi? Franchement, je trouve qu'il m'a fait progresser déjà parce que c'est un grand nom du foot. Il a coaché énormément de Manchester grands joueurs, City. il a coaché à City, au Real. Je dirais sa méthode en fait. Sa méthode, tu vois, sa méthode, elle était quand même différente des coachs que j'avais connus. Et forcément, toi, tes joueurs, un coach comme ça, il arrive, tu te dis, tu vas en profiter, tu vois, pour essayer d'avancer le plus possible et progresser le plus possible sous ses ordres. Parce que forcément, il connaît mieux que toi, tu vois, donc tu essayes d'appliquer à ton niveau. Donc voilà, ça m'a bien réussi, j'ai bien aimé aussi ce passage-là. À West Ham, tu as joué arrière gauche, mais tu as aussi joué piston, avec une défense à 3 derrière, et j'ai l'impression que c'est ton meilleur poste. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Totalement. Totalement d'accord avec toi parce que déjà de base, quand j'ai commencé, j'ai jamais eu les notions de défense parce que j'ai commencé, j'étais milieu. Bon, je pense que ça se voit dans mon jeu, mais je suis quelqu'un qui aime bien attaquer, j'aime bien animer devant. Et ça va à l'ancienne, j'ai reculé. Ensuite, j'ai fait ma carrière là, je m'en plains pas, j'aime beaucoup le poste. Mais en étant piston, en fait, c'est hybride.
t'es plus rapidement devant et tu te dis que même si tu dois défendre, il y a quelqu'un derrière toi. Donc pour moi, c'est vraiment la compo parfaite pour moi. Et à partir de quand, justement, tu disais que tu étais formé milieu, à partir de quand tu as commencé à prendre du plaisir à défendre? Franchement, j'ai commencé à prendre du plaisir à défendre. Je dirais c'était avec Moïse. Avec lui, bon, même si c'était en 3-5-2, mais j'ai pris du plaisir à défendre parce qu'en fait, si tu défendais pas, tu jouais pas. Donc forcément, tu es obligé de faire le travail, tu vois. Et il nous disait souvent en tant qu'équipe, parce qu'à l'époque, on galérait un peu, tu vois, on se battait pour ne pas descendre. Il nous a souvent dit, il a souvent dit à l'équipe de prendre du plaisir en défendant parce que la situation veut ça dans tous les cas. Donc je dirais que c'est venu assez naturellement, mais j'ai mis du mal quand même. J'ai eu du mal à l'accepter ça. Tu vois. Et sinon, je te mens pas que quand j'ai appris que tu quittais West Ham, j'étais déçu un peu. Parce que déjà, bon, un Congolais en première ligue, ça fait toujours plaisir. Mais même, j'avais l'impression que ton histoire avec le club, elle aurait pu mieux se terminer. Qu'est-ce qui t'a poussé à partir de cette manière-là? Bon, je suis Non pas pas, que t'es mal parti, hein, non ouais, pas que t'es mal c'est ça parti, que j'allais mais dire. Je suis pas voilà. parti en mauvais termes, hein. En fait, j'ai commencé à avoir des problèmes assez récurrents au genou. Je me suis fait opérer. Et je suis revenu de mon opération. Je m'en rappelle, c'était contre Wolverhampton à l'extérieur. On avait gagné. J'avais fait un bon match. Ensuite, on joue Leicester. On a gagné. Je pense qu'on a gagné 3-0. Je fais un bon match. Et je me refais mal au genou, tu vois. Donc j'avais mal. Des fois, ça allait. Mon genou gonflait. Il gonflait pas. Donc c'était un peu up and down, on va dire. Et le coach, il avait besoin de moi, tout simplement, tu vois. Le coach, il avait besoin de moi. Il voulait que j'enchaîne les matchs, mais mon corps ne me le permettait pas. Donc ensuite, quand je suis revenu, l'équipe tournait bien. Et, euh, et le coach, il avait son équipe, tu vois. Mais moi, en tant que compétiteur, je connais mes qualités. Je ne pouvais pas accepter cette situation, tu vois. Donc j'ai dit à mon agent, écoute, l'année prochaine, il me reste encore 2 ans de contrat, je crois. C'est long. J'ai dit l'année prochaine, moi, j'ai besoin de jouer tous les matchs, tu vois. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça pour m'épanouir. Il a dit OK. Et ensuite, il m'a appelé et l'occasion de Beşiktaş s'est présentée. Au début, je suis parti en prêt avec option d'achat. J'ai rempli les conditions et je suis resté là-bas et je m'y plais, tu vois. Et avec le recul, comment tu juges ton passage à West Ham? Franchement, c'était enrichissant. Comme je t'ai dit, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je suis assez fier de moi d'avoir montré que j'avais le niveau pour la première ligue, tu vois. Et rester 6 ans dans un club en Angleterre, c'est pas donné à tout le monde. Donc je pense que j'ai bien fait les choses, mais j'aurais pu faire plus, tu vois. C'est le sentiment que j'ai. Je pense que j'aurais pu donner beaucoup plus si j'avais été épargné par les blessures. Mais bon, c'est mon destin, je l'accepte et je reste quand même très fier de ce que j'ai fait là-bas. Je pense que les gens là-bas le savent, mes coéquipiers aussi et les fans aussi. Donc voilà, je suis fier. Franchement, je suis fier. Et c'est pendant ta période West Ham, en 2017, que tu fais le choix de représenter la RDC. À partir de quand t'avais commencé à y penser déjà? J'y pensais déjà depuis 2016 parce que il y a peu de gens qui le savent, mais Cédric et Youssouf m'appelaient très souvent. Ils m'appelaient très souvent pour rejoindre la sélection. Je me donnais un temps de réflexion, comme beaucoup de binationaux. Et ensuite, j'ai sauté le pas. Moi, je me suis dit, en fait, je vais représenter mon pays, tu vois. C'est quand même très important pour moi, pour ma famille. Et, euh, et j'ai décidé de rejoindre la sélection. Et aujourd'hui, je vais pas te mentir, c'est un des meilleurs choix que j'ai fait de ma carrière. Et comment t'as été contacté la première fois? Tu disais que Youssouf et Cédric te parlaient de la sélection, mais la première fois qu'on t'a appelé, comment ça s'est passé? Le premier contact que j'ai eu, c'était avec le coach Ibengue, si je me souviens bien. Mais à l'époque, tu connais, il y avait un peu des problèmes, etc. Tu vois, on va pas rentrer dans les détails, mais tu connais l'histoire. Et j'ai écouté, tu vois, parce que le coach Ibengue, il me connaît depuis que je suis petit. Et ensuite, c'est Youssouf et Cédric ils ont vraiment fait un pressing intensif. Vraiment, vraiment, vraiment. Et ça s'est fait naturellement, en fait. Ça s'est fait naturellement. Je suis parti faire les papiers. Et moi, je me rappelle, c'était pour la qualification pour la Coupe du Monde. Si je me trompe pas, c'était contre la Tunisie. Moi, je suis arrivé, je pensais que j'allais jouer direct. Mais en fait, non, parce que j'avais pas encore le passeport, etc. Donc, une fois que j'ai eu le passeport, après, les choses se sont enclenchées. Et déjà, humainement, t'as découvert ta terre grâce au foot.
Qu'est-ce que tu as ressenti la première fois que tu es venu au Congo? Ah, c'était une fierté, hein. Je me suis dit, c'est lourd en fait, le bled, tu vois. C'est lourd. Même là, aujourd'hui, j'ai tout le temps envie de retourner là-bas, tu vois, parce que c'est différent de ce que je connais habituellement. Je suis pas né là-bas. Donc en vrai, quand je vais là-bas, je suis toujours en apprentissage, tu vois. Et t'as l'impression que c'est un apprentissage infini, je dirais, parce que à l'époque, je m'en rendais pas compte, mais là maintenant, avec l'âge et tout, je me rends compte du bonheur que je peux donner aux gens, tu vois. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Arthur. Allez. Il a dit me chanter. Moi je veux chanter. Comment ça va? Chanter quoi? Mais c'est fort au revoir. Yannick. Bin Saïd. Non, Bin Saïd, Bin Saïd. Non, Mais côté terrain, ça se passe pas tout de suite comme prévu. Déjà, comme tu as dit, il y a plus d'un an qui s'écoule entre le moment où tu choisis de jouer pour les RDC et le moment où tu fais tes débuts. Et puis, il y a cet épisode de mars 2018 où il y a plusieurs joueurs, dont toi, qui décident de quitter la sélection à l'aéroport pour aller à Tanzanie. Est-ce que tu t'attendais à ce que tes débuts soient aussi galères? Non, je m'attendais à rencontrer des difficultés, mais pas autant, tu vois. Et après, ça, je parle pour moi. Quand on a rencontré ces difficultés-là, je me suis dit, je peux pas accepter ça. On est le Congo, tu vois. Je peux pas. En fait, j'ai un problème avec les gens qui disent, ouais, c'est le Congo. C'est le Congo et alors? On est obligé de rester dans la médiocrité? Tu vois, moi, je suis quelqu'un, je peux pas accepter ça. Donc, à partir du moment où j'ai fait le choix de rejoindre la sélection, c'est pour qu'on aille vers le haut, tu vois, pour qu'on rivalise avec les plus grandes nations du foot. Et moi, c'est ça qui me motive et c'est ça qui me donne envie de continuer, tu vois. Et pour revenir à l'épisode, ouais, j'avais décidé de quitter la sélection parce que les conditions, c'était trop, en fait. C'était exécrable. Donc, il fallait un choc, tu vois. Il fallait un choc, il fallait faire quelque chose pour faire changer les choses et pour qu'on puisse avancer dans la bonne direction. Et après ça, ça s'est passé comme sur des roulettes, tu vois. Au final, tu débutes en 2018, mais tu rejoins une équipe qui est un peu en fin de cycle. Et Florent Ibenge, donc, qui t'a fait venir en sélection, te préfère pendant la CAN Claudie Ngonda. Comment tu le prends à ce moment-là? J'étais choqué, hein. Je te dis la vérité, j'étais choqué, surtout qu'il est venu me voir le dernier match du championnat quand j'étais encore à West Ham contre Watford. Il est venu me voir jouer. Donc je joue le match, à la fin du match, on discute. On discute, il me dit son plan, en gros. Il me dit, ouais, je vais t'appeler, ça va se passer comme ça, comme ça. Je dis, ok, pas de souci, je suis prêt. J'arrive là-bas. Il y a eu un épisode la veille du premier match, mais bon, je ne vais pas revenir là-dessus. On joue le premier match, on perd. Le lendemain du match, il me dit mot pour mot, le prochain match, c'est l'Égypte. On va jouer contre Salah, donc je vais te faire jouer milieu gauche avec Glodji derrière toi. Moi, je dis, il n'y a pas de souci, tu me mets où tu veux. Tant que je joue, je suis là pour aider l'équipe, tu vois. Causerie, je suis sur le banc. Je dis rien. Le match d'après, si je me trompe pas, c'était Zimbabwe, je crois. Je suis sur le banc. Je dis rien. Ensuite, on joue, je crois, Madagascar. Bon. J'ai rien dit sur le coup, tu vois. J'ai rien dit. Mais j'ai vraiment pas compris, tu vois. J'ai pas compris. Jusqu'à aujourd'hui, je trouve même pas les mots, en fait. Mais bon, c'est un épisode qui est derrière moi et maintenant je vois devant, tu vois. Au final, c'est Christian Nsengui qui arrive, qui t'accorde sa confiance dès son arrivée, et ton statut de titulaire, il va se confirmer sous Hector Cooper aussi, même si tu rates beaucoup de matchs pour blessure. Mais malheureusement, vous ne vous qualifiez pas à la Coupe du Monde. Cette nouvelle déception, comment tu l'as encaissée? Ah, c'était difficile, hein, surtout on avait fait le travail contre le Maroc à Kin. Moi, j'avais pas joué, j'étais suspendu. Mais on était rempli d'espoir, hein. On était rempli d'espoir, rempli
de bonne volonté. On s'est dit, ouais, là, enfin, ça va être le moment. Malheureusement, ça s'est pas passé comme on le souhaitait, tu vois, mais moi, je suis quelqu'un, je pense, dans la vie, il y a des choses qui font que ça va te permettre, en gros, d'avancer pour le futur, tu vois. Et je pense que ça s'est confirmé après, par la suite, surtout sur ce qu'on a fait à la CAN. Mais on était tous déçus, hein, parce que c'était une grosse claque. Tu vois, c'était une grosse claque. Collectivement, on a raté notre match. On a vraiment été mauvais. Et c'est pas l'image que tu veux donner du Congo, tu vois. Donc bon, après, ça nous a servi de leçon et voilà, maintenant on avance. Au final, j'ai l'impression que c'est avec l'arrivée du staff actuel que on arrive à voir ton vrai visage sur le terrain. Comment tu l'expliques? Est-ce que c'est tactique? Est-ce que c'est le cadre que le staff a imposé? C'est, je dirais que c'est un peu tout. Parce que déjà, le coach actuel, je pense qu'il a bien cerné ma personne. Dès le début, il a bien cerné ma personne. Et il me donne beaucoup de liberté. En fait, il me fait ressentir que je suis important pour l'équipe et qu'il a besoin de moi, tu vois. Il a besoin de moi, l'équipe a besoin de moi. Et quand tu es un joueur, c'est très gratifiant, tu vois. Tu sens que tu es là pour aider l'équipe, en toute modestie, hein. Mais c'est plaisant, en fait, tu vois, c'est plaisant. Après, le sérieux aussi, le sérieux qu'il a su ramener, parce que ça n'a pas toujours été sérieux, on le sait tous. Il est arrivé avec des très bonnes idées, lui et son staff. Franchement, je te dis la vérité, on prend tous du plaisir à aller en sélection. Tu vois, avant, c'était, je dirais pas qu'on prenait pas de plaisir, mais aller en sélection, tu savais dans quoi tu t'embarquais, dans le sens où, ça va être un peu compliqué, tu vois, les hôtels, nanana, mais là, c'est carré, c'est plaisant, tu vois. C'est juste ça. Et là, je suis épanoui. Je suis épanoui, j'arrive là-bas, je sais comment ça va se passer. Tu peux te concentrer sur ton travail et rien que sur ton travail. Et déjà en éliminatoire, ça se ressent aussi sur le terrain parce que en éliminatoire, il y a ce match très important que vous gagnez contre la Mauritanie à Lubumbashi, où tu mets une frappe de 25 mètres. Ensuite, vous battez le Gabon, le Soudan et vous vous qualifiez à la CAN. Les gens ne se rendent pas compte à quel point rattraper 6 points de retard, c'est difficile. Est-ce que honnêtement, tu y croyais dès le début? Nous, on y croyait, hein. Je te dis la vérité, on y croyait. Quand le coach est arrivé, c'était mal embarqué. Mais on a vu comment on travaillait avec ce qu'il essaie de mettre en place. Tout le monde a adhéré, absolument tout le monde. Et nous, on y a cru, tu vois. On savait qu'avec les qualités qu'on avait, on n'était pas à notre place. Maintenant, le coach, il est arrivé, il a mis les choses en place, on a suivi le plan, et il s'est passé ce qui s'est passé. Mais sans prétention, on savait très bien qu'on était plus fort que la Mauritanie, que le Gabon, je te parle collectivement. On le savait très bien, tu vois. Il fallait juste que l'alchimie prenne. Et franchement, ça a pris au moment parfait parce que après on a su enchaîner les victoires et on s'est qualifié. C'était juste beau, tu vois. Le parcours, il était beau. On était très mal embarqué, on l'a fait, tu vois. On a su redonner le sourire à notre peuple. Et ça, moi, comme je le dis tout souvent, ça n'a pas de prix, tu vois. Donc voilà, c'est un peu ça l'histoire. Cette demi-finale, vous êtes allé la chercher au mental. En termes d'intensité, c'est quoi le match qui t'a le plus marqué? Égypte. Égypte parce que ils se connaissent très bien collectivement. Je me rappelle, le coach il avait insisté sur ça. Ils se connaissent très bien, ils jouent ensemble depuis un long moment. Donc pour moi, ça a été le match le plus compliqué physiquement parce on a fait les prolongations aussi, tu vois. Mais il y avait énormément d'intensité. Et mentalement, c'est compliqué, tu vois, c'est dur. Tu puises loin. Tu vois, quand c'est 0-0 comme ça, surtout qu'après, il y a les pénaltys et tout. Donc pour moi, c'était ce match-là, c'est sûr. Et vous battez l'Égypte, évidemment, je ne peux pas parler avec toi de la CAN sans parler du banger contre la Guinée. À quel moment, quand tu tires le coup franc, est-ce que dès le début tu te dis je vais la tenter ou alors est-ce que tu vois le gardien et c'est ensuite que tu décides Non, de tirer? dès le début, je dis parce que Théo, il voulait tirer aussi. Et je dis à Théo, laisse, vas-y, je vais la mettre dans la boîte. Donc si tu vois dans la vidéo, Théo, il s'en va. Et quand je regarde, je vois le goal, il bouge un peu, tu vois. Et je me suis dit, vas-y, je vais tenter. Tu vois, je me suis dit ça, je vais tenter. Après, là, aujourd'hui, tu me dis de le refaire, je pense pas, ça va, bon, ça peut, tu vois, mais bon, faut être réaliste. Et ce jour-là, Dieu il était avec moi, tu vois, faut aussi de la réussite et un peu de chance. Et c'est arrivé ce jour-là et j'étais content, ma famille était content, le peuple était content. Donc c'est que du bonheur. Vraiment, c'était que du bonheur. Justement, de manière générale, tu es un joueur d'instinct
Et aujourd'hui, tu vois, le football évolue. Le football évolue beaucoup avec la data. Il y en a beaucoup qui disent aussi que ça devient un peu plus formaté. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, il y a moins de place qu'avant pour les joueurs d'instinct, justement? Ah, mais totalement. Moi, je suis partisan du football d'avant, tu vois, le football plaisir en gros, où il n'y avait pas ces kilomètres et ces datas, tu vois. Moi, pour moi, le foot, ça doit rester un jeu. Ok, c'est sérieux, tu vois, c'est professionnel et tout, mais ça doit rester un jeu, tu vois. Aujourd'hui, la plupart des gens, dans le football d'aujourd'hui, ils pensent que tu vas mettre un doublé, mais tu as été mauvais sur le terrain. Ils se disent, ouais, tu as fait un grand match. Non. Pour moi, je vois pas le football comme ça, tu vois. Ça doit rester un jeu, ça doit rester un plaisir, mais ça doit pas être aussi concentré sur les datas et sur les stats, etc., tu vois. C'est ma vision du foot. Donc, depuis le moment où t'as percé en pro jusqu'à maintenant, tu as senti déjà une évolution là-dessus? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est, en fait, c'est trop, tu vois. Je trouve que c'est trop dans l'excès, tu vois. Hmm. Et Parce que la data, ça peut être utile aussi. ça peut être Ouais, utile, mais à moindre mesure, tu vois. bien sûr. C'est devenu dommage. Je te donne un exemple. Par exemple, moi, le type de joueur qui me fait kiffer, c'est Eden Hazard, Gaël Kakuta, Ryan Cherki. Tu vois, ce type de joueur-là, des joueurs d'instinct où tu te dis, waouh, ce qu'il fait, c'est fort quand même, tu vois. Et moins des joueurs qui est très fort, attention. Je minimise pas ce qu'il fait. Mais des joueurs comme Haaland, j'aime moins, tu vois. Je préfère des joueurs avec instinct type Benzema, tu vois, des joueurs Neymar, des joueurs comme ça. C'est ce football-là, moi, qui me fait kiffer, tu vois. Et sinon, juste pour revenir sur la CAN, après le match contre l'Égypte, tu rates ton tir au but, la RDC passe, et tu fais cette vidéo. J'ai raté mon penalty, je m'en fous. Insultez-moi comme vous voulez, on est qualifié. Explique-moi, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là? Franchement, rien. J'étais avec. À la fin du match, il y avait Gradji. Gradjour, tout le monde connaît. Et lui, c'est quelqu'un, bon, tu connais, tout, il fait des snaps, tout ça, il snap en continu. Et il m'a donné son téléphone. Et moi, à la base, je pensais que c'était une vidéo que j'ai envoyée à quelqu'un, tu vois. Et moi, quand je fais la vidéo, je lui passe le téléphone, tu vois. Et lui, je pense qu'il sauvegarde et il met en story, mais instinctivement, tu vois. Et après, on s'en est rendu compte après, mais moi, j'ai rien dit de mal. Pour moi, Donc à la base, cette vidéo, elle devait même pas être ouais, en story. c'était comme ça, c'était pas fait exprès, tu vois. Et, et après, j'ai vu, tout le monde m'envoyait ça, tout le monde mais moi-même, je comprenais pas. Je me disais, mais vous m'envoyez ça pourquoi? J'ai dit quoi de mal? Ouais, il n'y avait rien de faux, Il y avait rien de fou. La réalité, elle est ce qu'elle est. On est qualifié. C'est ça, on voulait, non? Même si j'ai raté, même si c'est pas grave, on est qualifié. Moi, c'est comme ça que je vois les choses, tu vois. Et Yohan me disait, quand j'ai fait une interview avec lui, il me disait être international congolais, c'est être ambassadeur du Congo quelque part. Est-ce que tu es d'accord avec lui? Totalement. Totalement. Je suis totalement d'accord avec lui. Je pense que on véhicule des choses et des valeurs à beaucoup de monde, tu vois. Et donc, il y a des choses que tu peux pas te permettre de faire. Maintenant, je pense que en équipe, avec ce qu'on a fait aussi à la CAN, on le fait tous très bien. Tu vois, il y a pas d'extra sportif, il y a pas de bêtises comme ça. Tout le monde se comporte bien. Sur le terrain, on est performant. Donc forcément, quand les gens pensent Congo, ça fait plaisir de se dire qu'en fait, c'est une nation sérieuse et pas pour ce qui s'est passé avant, tu vois. Donc ça fait plaisir. Et parmi les supporters congolais, je pense que tu es au courant de l'image que tu as. C'est du gars toujours un peu vénère, visage fermé, etc. Comment comment t'expliques que tu as cette image-là? Je suis moi-même. En vrai de vrai, je suis moi-même. Les gens trouvent que je ne souris pas, mais je peux pas forcer ma nature. Tu vois, en privé, les gens qui me connaissent, je suis très souriant. Je fais des blagues. Tu vois, je suis moi-même en fait, mais quand je connais pas, je suis réservé, je parle pas trop. Je vois pas en quoi c'est un problème. Tu vois, il y en a qui sont souriants, il y en a d'autres qui sont pas souriants. Moi, Ah, je c'est fais une question partie. de nature. Voilà, moi, je fais partie de ceux qui sourient pas. Mais après, il faut me connaître, tu vois. Si tu me connais, tu sais très bien, je suis un déconneur, tu vois. Mais je joue pas un personnage, je joue pas un rôle, j'ai toujours été comme ça, tu vois. Et sinon, là, tu as 30 ans, c'est l'âge de raison, entre guillemets, pour un footballeur. Comment tu vois la suite de ta carrière internationale et ta carrière en club? Ma carrière internationale, je suis là, hein. Je suis là, on va aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que
jusqu'à ce que je sente que mon corps dit stop et que je rends pas service à la sélection. Tu vois? Je pense que ça sera ma limite. Et en club, pour l'instant, je suis encore à Beşiktaş. Je me plais très bien. J'ai encore un an de contrat. On ne sait pas de quoi demain est fait, mais pour l'instant, je suis là-bas et ça se passe très bien pour moi. On l'a dit, tu es en sélection depuis 2018. On a parlé de l'organisation. Est-ce que tu as senti depuis des progrès, des vrais progrès, dans l'organisation de la sélection? Par exemple. Après l'épisode où moi et certains joueurs, on a quitté la sélection, je pense que ça a été le déclic, tu vois. Ils ont commencé à changer, ils ont commencé à modifier les vols, les hôtels étaient mieux, les conditions générales, en fait, tu vois. En vrai, on demande pas grand-chose, juste le minimum pour que quand on arrive en sélection, on soit concentré rien que sur le football et pas sur l'extra-sportif. C'était ça notre demande, en gros, tu vois. Et après, ça, au fur et à mesure, les choses se sont améliorées et ça, franchement, là, il y a rien, absolument rien à dire. Aujourd'hui, il y a un binational qui est talentueux, qui hésite à jouer pour les RDC parce qu'il a peur de ce qu'il a pu entendre à gauche, à droite. Est-ce que tu lui conseillerais de venir? Viens, Déco, viens. Non, viens, sérieusement, tu vas kiffer. Et puis, comme je le dis tout le temps, ça n'a pas de prix le sentiment que tu as quand tu peux jouer pour ton pays, tu vois. Pour ta famille, pour toi, pour ta carrière aussi, parce que je pense que on est un pays tu vois, on est sur une pente ascendante. Maintenant, il faut confirmer, tu vois, sur les prochaines échéances. Mais ce que je peux conseiller à un binational, c'est rejoins-nous, tu vois. Rejoins-nous, tu vas nous rendre un grand service, tu vas te rendre un grand service. Et il y a des choses pour moi, comme je le dis souvent, dans la vie, ça n'a pas de prix et ça en fait partie. J'ai une dernière question. En 2019, quand on s'était vu à Amiens, je t'avais demandé tes objectifs en sélection et tu m'avais dit Mes objectifs avec la sélection, se qualifier pour les prochaines échéances qu'on a, pour la Coupe du Monde. Et tout simplement faire honneur à la patrie. est-ce qu'aujourd'hui, la patrie, tu considères que tu l'as fait honneur? Je considère que j'ai fait honneur, mais pas comme je veux. Pas comme... J'ai encore des objectifs dans la tête et j'y suis pas encore. Merci à toi en tout cas. Merci à vous.